touche ma machine. Ouais, non, on va pas faire ça. On va se faire du piercing de téton. Aïe. Tu me reçois? Younes, tu me reçois? Tu me reçois? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour. C'est le dernier cours de THL. Je sais, moi aussi. Mais bon, il va bien falloir qu'à un moment, vous sortiez du nid et alliez voler de vos propres ailes. Et ce moment, bah, ça va être maintenant. On a un certain nombre de choses à terminer. Mais vous allez voir, il y a quand même vraiment un côté clôture normalement dans ce cours. On va fermer toutes les portes qu'on avait laissées ouvertes. Sachant que c'est aussi le dernier cours, c'est le dernier moment où vous pouvez poser des questions. Donc si vous avez des interrogations sur tel ou tel sujet, même s'il faut revenir sur un machin des automates ou qu'importe, c'est vraiment maintenant qu'il va falloir penser à lever la main. Où est-ce qu'on en était? Quelles sont les compétences que vous avez acquises là et jusqu'à présent? D'un point de vue pratique, on a complété la calculatrice. Une calculatrice entièrement écrite en Flex Bison. Donc en ce qui me concerne, vous savez écrire un fichier Flex dans lequel vous décrivez tous les types de tokens qui vous intéressent. Après, le passage à l'échelle, ça va être gérer des systèmes un peu plus compliqués comme par exemple les chaînes de caractères, parce que dans les chaînes de caractères, soit vous arrivez à écrire une regex un peu trapue, c'est possible, soit vous allez vouloir utiliser des fonctionnalités qui s'appellent les start conditions de Flex pour dire quand je vois un double guillemet, je rentre dans une sorte de sous-scanner, un autre mode avec des règles d'expression rationnelle qui sont spécifiques au fait que je suis dans une chaîne de caractères. Dans le même genre, pour Tiger, on a les chaînes de caractères étoile, slash étoile, étoile slash. Mais avec une grande différence par rapport aux commentaires qu'on peut avoir dans le C, qui est que slash étoile, étoile slash peuvent être imbriqués. Si vous ouvrez 2 commentaires, vous devez fermer 2 commentaires. Donc vous savez, c'est le truc toujours embêtant en C quand on veut commenter un bloc de code. Si vous mettez « j'ouvre les commentaires ici et je ferme là », il y a toutes les chances que ça pète au milieu parce que vous avez probablement un commentaire quelque part au milieu et ça va ouvrir ici certes, mais ça va terminer ici au lieu de terminer là. Comment on fait quand on veut commenter une grande partie de code C? Define quoi? Ouais, enfin vous pouvez prendre le temps de définir une macro, mais sinon juste diasif 0 endif ça marche super bien quoi. T'as rien à introduire. Donc diasif 0 et puis vous posez votre endif et voilà comment on peut facilement commenter un grand bloc de code et ça nest et ça s'imbrique correctement. CPP il est nul, mais il arrive quand même à peu près imbriquer correctement les if et les endif. Donc ça c'est pour dire que c'est une question. Normalement la réponse est un peu triviale, en tout cas je l'espère, sinon je panique. Étant donné que dans Tiger, les commentaires peuvent s'imbriquer, comment vous allez écrire votre regexp dans Flex? Comment vous allez gérer les commentaires imbriqués en Flex? J'aime pas le mot d'état. Je pense que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est quand même profondément inadéquat. Mais en tout cas, est-ce que vous allez m'écrire une expression rationnelle pour les commentaires imbriqués? Non, parce qu'on est en train de parler de ANBN. D'accord?
Ce qui montre qu'il va falloir effectivement arriver à gérer dans Flex ce problème d'une autre façon. Et cette autre façon, ça va être d'utiliser des pseudos sous scanner. Dans le vocabulaire de Flex, ça s'appelle des start conditions. Il y a moyen donc c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, on ne va pas le voir en détail, mais il y aura dans le cours de construction des compilateurs, ce sera rappelé. Vous allez regarder ce que sont les start conditions et ça vous permet de garder un compteur qui dit combien vous avez d'ouverture de commentaires actuels, et vous décrémentez, augmentez ce compteur, et en fonction de s'il est nul ou pas nul, vous pouvez exprimer à Flex le fait que vous êtes dans une sous-catégorie lexicale et d'aller gérer les commentaires à cet endroit-là. À part cette fonctionnalité, en ce qui me concerne, vous avez vu tout ce qui est important de savoir pour Flex et pour pouvoir faire un langage grandeur réelle comme Tiger. Côté parseur, vous avez la compétence de construire une calculatrice, vous avez vu comment on manipule les valeurs sémantiques, vous avez vu comment on suit les locations, vous avez vu comment on fait de la reprise sur erreur, vous avez tout vu. Après, il y a juste des questions de passage à l'échelle. À l'exception d'une autre chose, justement quand on fait le passage à l'échelle dans les parseurs, c'est le fait que dans la vraie vie, les grammaires, elles posent souvent problème. Et ça, c'était ce qu'on était en train de travailler ensemble, à savoir, j'ai une grammaire dans laquelle j'ai tel ou tel problème, qu'est-ce que je peux avoir comme stratégie pour essayer de résoudre les conflits? Vous êtes d'accord sur ce résumé? Il est non mensonger? Alors, je vais apprendre à taper mon mot de passe, ça y est, ça passe. Toi, tu quittes, toi, tu quittes, toi, tu quittes, toi aussi, tu quittes. Voilà. Toi, tu démarres. Youpi. Je viens de le faire. Merci. Alors, il y a une autre grammaire sur laquelle je voudrais qu'on travaille. Bon, je vais aller la chercher, j'ai pas du tout envie de la taper. Donc on a dit que si c'était l'EPITA et que c'était thl.txt, thl.txt, search proc, la voilà. Est-ce que c'est assez grand? Ça va comme ça? Non, pas. Comme ça? Alors, cette grammaire, je vous demande de la regarder et de vous interroger sur est-ce qu'elle est ambiguë, quels sont les problèmes qu'elle peut poser, etc. Réfléchissez à cette grammaire, elle est incroyablement simple. Incroyablement simple. C'en est pathétique tellement elle est simple. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu inhabituel pour vous, c'est le fait qu'il y ait certains tokens qui sont entre guillemets simples. C'est une fonctionnalité que je vous invite à ne pas utiliser, mais historiquement dans YAC, vous aviez la possibilité d'utiliser %token pour déclarer des symboles comme star, S-T-A-R, etc. D'utiliser %token pour utiliser des noms symboliques, mais on vous autorisait aussi à utiliser tout simplement les chars, donc les de 0 à 255, les chars première valeur pour pouvoir représenter des tokens. Donc par exemple, vous aviez le droit d'utiliser le caractère plus, le caractère moins, etc. pour représenter le symbole plus et représenter le symbole moins. Mais ce qui veut dire que vous n'étiez pas tout à fait honnête avec votre outil. Enfin, ça marche évidemment pas du tout quand on veut manipuler des enums, mais je vous invite à surtout pas utiliser des chars, c'est-à-dire des int qu'on maîtrise mal, mais à aller vers des enums. Autrement dit, n'utilisez pas le fait qu'on ait le droit à des choses qui sont entre simples quotes. D'accord? Mais en dehors de ça, c'est exactement la même chose que si c'était écrit en double quote. Alors, cette grammaire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de notre camarade Chomsky. Elle est de quel type?
d'abord, elle est trivialement hors contexte parce que sinon, on aurait vraiment eu du mal à la rentrer dans quelque chose qui soit digeste pour bison ou yak. Elle est évidemment hors contexte, il n'y a qu'un seul individu. Alors d'habitude, je dis à gauche de la flèche, mais ici, il faut que je dise à gauche de 2 points. Il n'y a qu'un seul nom terminal à gauche de 2 points pour chacune de mes règles. Et puis, si il y avait la possibilité qu'elle soit de type rationnel, il faudrait qu'elle soit ou bien linéaire à gauche, ce qui voudrait dire que toutes les parties gauche de règle toutes les parties droites de règle n'ont qu'un seul nom terminal et il est à gauche toutes, ce qui n'est clairement pas le cas puisque déjà la règle numéro 1, elle a un argument elle a un nom terminal qui s'appelle argument qui est en plein milieu. Donc on a une grammaire qui est totalement hors contexte. Et le langage engendré, il est de quel type ? C'est pas souvent que je vous en donne des... Voilà, il est carrément pire que rationnel, il est carrément fini. Ce langage n'engendre que 4 mots différents. Maintenant, est-ce que ce langage est ambigu? Est-ce que cette grammaire, excusez-moi, est-ce que cette grammaire est ambiguë? Non, c'est vraiment facile de voir que dans les 4 cas, il n'y a qu'une seule analyse qui est possible. Est-ce que c'est une grammaire qui est LR1? Est-ce que cette grammaire est LR1? Être LR1, ça signifie je peux prendre la décision du shift to reduce en gardant un look-ahead d'avance. D'accord? Donc imaginons que vous regardiez proc id point. Vous êtes devant le proc, shift to reduce, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, ici il n'y a qu'une seule possibilité, shift. Donc vous avez le proc qui est sur la pile. D'accord? Une fois que le proc est sur la pile, vous avez un ID qui arrive. Shift to reduce. Shift bien entendu, il n'y a pas de question à se poser. Donc sur la pile, vous avez proc, ID. Puis maintenant, il faut consulter le look-ahead. Il y a point qui arrive. Point arrive. Shift to reduce. Évidemment reduce, mais on n'a pas répondu complètement à la question. Reduce vers argument ou reduce vers paramètre? J'ai un point qui est là. Si j'ai un point, c'est que c'est la règle numéro 1 qui m'intéresse. Donc clairement, mon ID qui est sur la pile, il faut que j'en fasse un argument. Est-ce que j'ai besoin d'un look-ahead de 2 ou que sais-je pour prendre la décision? Non. Il m'a suffi, au moment où je m'apprête à faire la réduction de ID vers argument ou paramètre, de consulter le look-ahead pour savoir si c'était un argument ou un paramètre qui arrivait. Et donc, on a pu faire la réduction correcte. À l'intuition, est-ce que quelqu'un discute le fait que, c'est plus que de l'intuition là, hein, on est quand même en train de regarder comment ça se passe, est-ce que quelqu'un discute le fait que cette grammaire est LR1? Ou est-ce que quelqu'un ne le perçoit pas? Alors, on va demander à Bison ce qu'il en pense. Bipon, c'est intéressant. LR.type égale canonical LR de fou. Et puis on va lui demander de nous faire un report. Il nous dit qu'il est content. On va peut-être même regarder l'automate, après tout. Moins graph. Oh. Fais dodo, toi. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Fou.gv ou fou.dot. Alors au départ, il nous dit qu'on est dans l'état 0. On va prendre la séquence que j'avais donnée, à savoir proc, id et point pour voir. Alors si je donne proc, je pars dans l'état 1. Dans l'état 1, si je donne id, je pars dans l'état 4. Et dans l'état 4, il me dit, si mon look-ahead c'est point, je fais réduction de la règle numéro 5, c'est celle qui me donne argument. Et si mon look-ahead c'est point virgule, bah c'est que en fait, mon id est en réalité un paramètre et il faut que je fasse une réduction de la règle 6. D'accord? Bon. Vous remarquerez qu'on a évidemment un état sibling, un état frère, dans lequel, regardez ici, j'ai pour id suivi d'un point, je fais un argument et point virgule me donne paramètre. Ici dans l'état 14,
Pour point virgule, je fais un argument et pour point, je fais un parameter. Vous me sentez venir? Là, j'ai demandé à Bison de faire, regardez, j'ai demandé à Bison de faire du LR1, mais si on faisait du YAC, alors on ferait du LA-LR1, et là, boum. Là, il nous dit quelque chose qui est quand même une première en ce qui vous concerne. On a un conflit qui n'est non plus du shift reduce, mais carrément du reduce reduce. C'est-à-dire qu'on a de la compétition entre deux règles. Et c'est un point tel qui nous annonce tranquillement que, tu sais, la règle paramètre à partir d'ID, je m'en sers pas. Elle sert à rien. Tu peux la retirer. Autrement dit, on peut juste jamais fabriquer de paramètres. On n'est capable d'analyser que la moitié du langage. D'accord? Alors, si on essaye d'aller regarder le point output pour essayer de comprendre le problème, il nous dit qu'il y a une partie de la grammaire qui est morte et que dans l'état 4, il y a des choses à aller regarder. État 4, où es-tu? Le voici. C'est un état dans lequel les règles 5 et 6 sont complètes. Et 5 et 6 sont en compétition sur le lookhead point et sont en compétition sur le lookhead point virgule. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est notre problème? On peut aller le regarder sur le graphe. Là, pour le coup, le graphe, honnêtement, ça ne sert absolument à rien dès que vous avez une grammaire vraiment sérieuse, vraiment grosse. Mais sur des fragments, ça peut être sympa. Alors, dans l'état 0, je donne proc, j'arrive dans l'état 1. Après proc, je donne ID, j'arrive dans l'état 4. Et alors là, regardez, il nous a mis ici en rouge le fait qu'il y avait une réduction qui ne sera pas faite à cause des conflits. C'est R5 qui sera faite dans tous les cas. Ce qui n'est pas étonnant, hein, puisqu'il nous a dit que la règle en paramètre était devenue inutile. Donc effectivement, il n'honore que la réduction de la règle 5. Cet état 4, on l'a déjà vu, presque quasiment vu tout à l'heure. Notre problème, c'est donc que... En fait, LR, il a fusionné les deux états de tout à l'heure. Exactement. LR, il a fusionné nos deux états. Je retourne dans Bison. Je redemande, cette fois-ci, de fabriquer pur LR1 et non pas LA-LR1. D'accord ? Je veux regarder l'état 4, et pendant que j'y suis, on va aller regarder aussi, on avait vu qu'il s'appelait 14. Search 14. Voilà. Regardez ici, là-haut, l'état 4, et regardez ici en bas, l'état 14. Ils disent exactement la même chose, modulo les lookhead. L'état 4, il dit « je suis dans la règle 5 si c'est suivi d'un point » et l'état 14, il dit « je suis dans la règle 5 si c'est suivi d'un point virgule ». Parce que la grammaire est ainsi faite. Mais on a aussi dit que LA-LR1, c'est précisément le fait de fusionner les états qui ont les mêmes règles pointées, mais qui diffèrent exclusivement par les lookhead. Auquel cas, on fusionne les lookhead sets, on fusionne l'ensemble des lookhead. Donc évidemment, on va se retrouver avec un état 4 et 14, dans lequel, pour la règle numéro 5, on a un lookhead qui est point ou point virgule, et pareil pour la règle 6, on se retrouve avec le conflit qu'on a vu tout à l'heure. C'est un exemple simple, mais typique, du LA-LR1 qui échoue là où LR passe. Je voudrais vous redire quelque chose que j'ai déjà dit. Les conflits reduce-reduce sont les seuls qui peuvent apparaître. Vous ne pouvez pas d'un seul coup, quand vous passez de LR1 et que vous le dégradez en LAR1, vous ne pouvez pas vous retrouver avec du shift reduce. Ce sera toujours du reduce-reduce. Mais voilà un exemple de reduce-reduce et, ma foi, faut le résoudre. C'est pas parce qu'on a un conflit qu'on peut dire c'est bon, j'abandonne, je ne peux pas faire de parseur pour cette grammaire. Alors là, déjà, on a une première possibilité pour résoudre le conflit, c'est quoi? Une réponse vraiment simple, hein, et il suffit d'être le premier à me la donner. On laisse LR. On décide d'utiliser Bison et de se mettre en LR1. Si vous mettez en LR1, ça y est, c'est résolu. Maintenant, peut-être que, autre situation, vous n'avez pas liberté d'utiliser Bison parce que
quelqu'un a décidé qu'il fallait que ce soit portable pour toutes les générations d'IAC et BSD IAC, il ne fait pas ça. Donc il faut qu'on trouve une réponse en LA, LR1. Et ben, c'est le scénario dans lequel on va se placer. Imaginons un instant qu'on n'a pas le choix. Cette grammaire, il faut qu'on se débrouille pour qu'elle marche en LA, LR1. Et là, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'agit, si vous voulez arriver à traiter ce genre de conflit, il faut vraiment que vous arriviez à vous mettre dans la peau de votre parseur et d'essayer de comprendre contre quoi il est en train d'essayer de se battre. Et une fois que vous avez compris ce contre quoi il se bat, vous trouverez peut-être la façon de lui rendre la vie plus simple. Ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que vous avez par exemple parfaitement compris que LL, son idée clé, c'est « je prends ma décision en début de règle ». À partir du moment où vous avez ça en tête, vous aurez compris que chaque fois que LL hésite et qu'il est devant plusieurs pistes, bah, débrouillez-vous pour sauter la partie qui ne pose pas de problème et d'introduire un symbole qui est précisément en tête de l'endroit où il va y avoir un problème. C'est ce qu'on avait vu quand on faisait de la factorisation à gauche. Si on a if then versus if then else, le pauvre LL, il doit prendre sa décision ici, mais ce n'est pas possible de prendre la décision en tête de règle puisque c'est au moment de l'arrivée du else qui compte. Donc on avait eu comme astuce d'introduire un nouveau symbole qui dit on va sauter la partie commune et on va placer le point de réflexion de LL pile poil à l'endroit où il peut commencer à réfléchir parce qu'il voit le else ou l'absence de else. Ça c'est LL. Revenons à LR. Le problème de LR, c'est qu'il doit prendre une décision. Je dis LR, c'est du LALR, mais c'est exactement la même situation. C'est un parseur shift reduce. Il arrive à un certain point, et à ce point, il doit prendre une décision. Et la décision, il ne peut pas la prendre, parce qu'à cause de la façon dont il est construit, là en l'occurrence LA, LR1, à cause de la façon dont il est construit, les situations sont confondues. La situation globale, c'est quoi? La situation, c'est qu'il y a une certaine phrase, proc ou macro, j'en sais rien, point, point virgule. Et là, proc ou macro, il peut avancer, c'est pas un problème. Et on l'envoie ailleurs, mais vraiment, il y a une autre règle, on l'envoie visualiser ça comme on l'envoie ailleurs, parce qu'il a cette ID qui est là. Et cet ID, il doit décider s'il en fait un argument ou s'il en fait un paraméteur en fonction de ce qui est là-haut. Et il doit prendre sa décision maintenant parce qu'on a décrété qu'il y avait une règle argument et une règle paraméteur. Évidemment, il va pouvoir résoudre son conflit s'il regardait s'il y a le point ou le point virgule qui est là derrière, mais on l'a envoyé ailleurs. Il y a proc et macro qui sont là, point, point virgule qui sont là. On l'a envoyé ici en lui disant « démerde-toi, je te donne ID, fais-en argument ou fais-en paraméteur ». Est-ce que vous voyez comment incroyablement facilement, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Je veux dire, il va falloir, souvent les gens parlent de massage de grammaire. Là, le truc, c'est que vous avez votre grammaire qui a une certaine forme, vous avez IAC qui accepte des grammaires qui ont une certaine forme, et ça ne rentre pas. Il va falloir franchement la malaxer, il va falloir la transformer, il va falloir éventuellement la dégrader au sens de la rendre moins esthétique, mais surtout toujours rester équivalent en termes de langage, jusqu'à ce que ça rentre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce que ça rentre? Je ne t'ai pas entendu. Alors, là, ce qui est proposé, c'est de faire de l'inlining. Je prends la règle argument, et ma foi, puisqu'un argument, c'est nécessairement ID, j'ai qu'à aller coller le ID partout où on a besoin d'argument. Donc, on me propose de faire ceci. Pareil pour paraméteur. Et a priori, ces deux-là, j'en ai plus besoin. Est-ce que tout le monde sent qu'on vient de quitter brutalement le LR1 pour tomber dans quoi, là? On regardera, j'espère que je ne suis pas en train de dire des bêtises, mais sincèrement, enfin, c'est même... Non, je ne dis pas de bêtises, c'est évident. Quand est-ce qu'il va faire son shift to reduce, là, maintenant? Quand est-ce qu'il doit réfléchir à shift to reduce? Au début, il n'y a personne. Shift. Après, il me faut un ID.
Shift. Après, il me faut un terminateur. Shift. Après, c'est end of file, forcément, on est au bout. Reduce. Et après, bah, on décale le end of. On est en train de faire du LR quoi, là? Du LR0. On n'a plus besoin de look ahead, là. On vient de quitter brutalement quelque chose qui était LR1 au sens strict, c'est-à-dire même pas LA, LR1, et on vient de le faire tomber carrément dans LR0. Évidemment, il va nous le confirmer, l'outil, mais je voudrais que vous sentiez ça. Là, le but aujourd'hui, là, j'ai encore quelques grammaires qui posent des problèmes avec lesquels je veux réfléchir avec vous. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à vous aguerrir à comment faire en sorte que vos machins carrés ils rentrent dans les trous ronds. Et il faut arriver à le sentir. Il est d'accord. Bon, allons regarder le graphe, peut-être que... Histoire de se rassurer. Alors, je suis dans l'état 0, je donne proc, je pars dans l'état 1, je donne ID, j'arrive dans l'état 4. Et dans mon état 4... Selon que c'est un point qui arrive, bah, je vais faire la réduction de la règle 1 ou un point virgule, je vais vers la réduction de la règle 2. C'est évident que ça y est, mon parseur fonctionne. Et là, ma grammaire est vraiment simple. Évidemment, dans le cas général, ça va être plus compliqué que ça. Une grammaire qui fabrique 4 mots, c'est vraiment... Je vois pas comment on peut faire plus simple pour avoir au moins un petit problème sur lequel réfléchir. Mais il y a une idée clé qu'on vient de voir, qui est que votre parseur, il a des décisions à prendre, comme par exemple Shift ou Reduce. Et une façon de l'aider à prolonger l'instant de la décision, c'est de prendre vos règles et d'aller les inliner là où elles sont utilisées. Parce que du coup, là, il travaillait sur une certaine règle et il voulait la terminer, mais on l'envoyait ailleurs. En l'inlinant, on lui a permis de dire vas-y, shift, 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 et c'est vraiment quand tu seras au bout que tu prendras la décision qu'il faut prendre sur ce que tu auras vu. On lui a permis de retarder son instant de décision. Et en le faisant, on lui a permis de voir plus de choses et donc bah, d'être face à quelque chose qui lui permettait de prendre la décision. Vous comprenez ça? Ok, très bien. On a corrigé la grammaire. Cela dit, est-ce qu'on a corrigé le parseur? Concrètement, ce qu'on vient de faire, qu'est-ce que ça va probablement signifier pour le parseur? Pas juste la grammaire. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous écrivez un parseur, il y a sûrement des paires d'accolades quelque part qui sont en train de dire « et quand j'ai fait ça, il faut que je construise tel nœud, etc. etc. » Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que ça nous a coûté? On ne fait plus la différence entre les deux types d'ID. Alors, moi, je dis qu'on continue à les faire. C'est juste que maintenant, nous, il faut qu'on le retienne. Mais, bon, évidemment, là, je me souviens plus de quelle était ma grammaire. Le fait d'avoir... je veux dire, quand tu es dans la règle qui est ici et qui dit proc ID point, tu sais que c'est un argument. Parce que quand tu as inliné, tu sais que la partie ID que tu as récupérée, c'est un argument. Quand je dis tu sais, je parle de toi, le programmeur. Mais effectivement, dans la grammaire, ça n'apparaît plus. Qu'est-ce qu'il va certainement falloir faire? Ben, il va certainement falloir faire le fait qu'ici, on avait probablement un truc du genre, j'en sais rien, make argument de la 1. D'accord? Il y avait probablement quelque chose de cette nature-là. Et là, ben, il va falloir aller injecter cette règle-là aux deux endroits où elle était utilisée. Le fait qu'on ait dû inliner en quelque sorte une règle fait qu'on va aussi devoir inliner des appels de code. Autrement dit, de faire de la duplication de code. Donc on y a perdu quelque part en termes de modélisation. C'est moins élégant. Mais bon, la duplication de code, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Mais on ne peut pas se permettre d'aller voir notre manager en disant « je refuse de corriger ce problème parce que ça m'oblige à faire de la duplication de code ». Et d'un point de vue syndical, ça m'est interdit. Non, il y a quand même des moments où il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin et accepter cette duplication de code. Mais la minimiser, hein, là, ça va, c'est encore tolérable s'il s'agit de faire un make argument ou je sais pas quoi. Mais si vous avez un paquet de code qui était ici dans cette partie-là, déjà c'est discutable. Ce gros paquet de code, ça aurait été bien de l'isoler dans une fonction qu'on pourrait appeler make argument par exemple. Mais là, maintenant que vous y êtes condamné, bah, factorisez la fonction et faites 2 appels au lieu d'un seul. Est-ce que ça, c'est clair? Allez, un autre. Et celui-là, je pense que vous avez vraiment envie de l'écouter parce que vous avez commencé PTHL? Oui? Non? C'est un morceau de Tiger. C'est un tout petit morceau de la grammaire de Tiger qui contient quelque chose de vraiment intéressant.
La première ligne, la première règle en exp, de quoi me parle-t-elle? Elle me parle d'un truc du genre int tab. En Tiger, vous avez des types tableaux. Vous avez un type tableau. Et pour instancier un tableau, il faut déjà que vous ayez déclaré un type tableau. Et ici, par exemple, type ID, c'est un nom de type qui a intérêt à être un nom de tableau, par exemple int tab. Puis ensuite, vous avez crochet exp pour dire la dimension, off pour dire à quoi vous initialisez votre tableau. D'accord? Donc là, ici, vous avez un cas où on est en train d'instancier un tableau d'entier qui doit faire une taille 10 et chacune des cellules doit être initialisée à -1. Ensuite, vous avez les L-values. Les L-values, on en a déjà beaucoup parlé, c'est par exemple X, c'est par exemple X crochet 1 ou X crochet 1 crochet 2 ou encore X crochet 2 et ainsi de suite. Ici, ce qu'on a représenté, c'est seulement deux types de L-values. Dans Tiger, il y en a 3, mais on s'est concentré sur les L-values qui sont, pour utiliser le vocabulaire de l'AST de Tiger, des simple var. Autrement dit, des variables toutes bêtes comme X. Et puis ensuite, vous avez les subscript var, subscript comme aller chercher un indice dans un tableau. D'accord? Donc là, on a un tout petit tronçon de TC, un tout petit tronçon de la grammaire de Tiger qui ne s'intéresse qu'à deux types de L-value, les variables simples et puis les accès dans des tableaux. Réfléchissons à est-ce que cette grammaire est-elle à LR1 ou pourquoi est-ce que je suis en train de vous la montrer? Alors, déjà, est-ce que vous voyez où il y a quand même des ressemblances frappantes entre ces deux trucs-là? Est-ce qu'on risque d'avoir un problème sur ce pauvre X et puis int tab en face? Bah non, parce que, quand même si. Regardez, ou non, disons vraiment non. Regardez, je vous donne juste X et puis je demande à mon parseur, vas-y, fais-moi cette analyse de X et par exemple il y a une end-of-file derrière. Bah, j'ai un ID qui arrive, d'accord? Cet ID shift. Et là, première question, juste après, est-ce que je reduce pour en faire un type ID ou est-ce que je reduce pour en faire un ID, pour en faire une L-value, pardon. Vous voyez, quand j'ai un ID tout seul, la question c'est qu'est-ce que j'en fais de cet ID? Ça ressemble à ce qu'on vient de voir. Bah, si vous avez un crochet ouvrant qui est derrière, si vous avez un dollar plutôt, si vous avez une end-of-file qui est derrière, c'est évident, cet ID ne peut être qu'une L-value. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si vous avez un crochet ouvrant qui arrive derrière, alors là, on se retrouve embêté parce que soit on peut avoir le fait qu'on est en train d'instancier un type tableau, soit on est en train d'indexer un tableau. Pour le parseur, aucune différence entre ça et ça. X et X, le parseur, il reçoit juste ID. Vous sentez venir le problème? C'est que, qu'est-ce qui fait la différence entre une instantiation de tableau et une indexation dans un tableau? C'est quoi qui fait la différence, syntaxiquement? Le off. C'est le off qui permet de dire si on est dans une situation ou dans l'autre situation. Quel est le problème du parseur? C'est que dès la lecture du X, il va falloir qu'il tranche sur est-ce que c'est un X qui est un type, qui est un nom de type, ou est-ce que c'est un X qui est un nom de variable? Est-ce que c'est un X type ID ou est-ce que c'est un X L-value? Vous le sentez venir ça? Bon, on va demander à Bison ce qu'il en pense. Si ça vous rassure, on peut mettre même du canonical LR. On a deux conflits reduce, d'accord, en canonical LR, mais honnêtement, je reviens dans du LR bête et méchant. Ah tiens, on n'en a qu'un. Mais ça va revenir au même, ça change vraiment rien. Allons regarder le fichier output. Alors, on nous dit que la règle type ID ne sert à rien. C'est modérément une surprise, hein. On est dans une situation qui est tout à fait comparable à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec macro et proc. C'est quand il y a un conflit shift reduce, reduce, pardon,
Il a une heuristique complètement débile qui consiste à dire c'est la première des deux règles dans l'ordre de la grammaire qui gagne, et donc l'autre, elle sera juste jamais utilisée, donc il y a une règle morte. On l'a bien avancé. Mais où est-ce qu'elle est morte? Un conflit avec un S. Il va falloir un jour lui apprendre à parler français correct. Dans l'état 1. Ok. Il nous dit, quand j'ai vu un ID, alors j'ai deux règles qui ont progressé, la règle de L-value et la règle de type ID, très bien. Quand j'ai n'importe quoi d'autre qu'un crochet ouvrant, c'est facile, c'est une L-value, si j'ai un X suivi de $, ou si j'ai un X suivi de crochet fermant. Je peux très bien avoir un tableau, ouvrez les guillemets, ouvrez les crochets, pardon, et à l'intérieur un nom de variable, auquel cas je peux avoir un crochet fermant qui est derrière. Dans toutes ces situations-là, ma variable est clairement, mon identifiant n'est clairement pas un nom de type, mais clairement un nom de variable. Donc dans toutes ces situations-là, il n'a aucun problème. Sa seule hésitation, c'est quand j'ai un crochet ouvrant qui arrive. Et là, il faut l'aider à prendre sa décision. Shift ou reduce? Qu'est-ce que vous en pensez? Shift ou reduce? Ben là, les deux. Enfin, pas shift ou reduce, excusez-moi, de toute façon c'est reduce, mais je voulais dire reduce de 3 ou reduce de 5? Les deux. Il n'y en a pas une des deux qui est absurde. À ce point de la lecture, on n'est pas face à un conflit qu'on peut résoudre comme on les avait vus parfois, où il y avait une des deux actions qui est stupide. Les deux sont nécessaires pour parser notre grammaire, mais il est beaucoup trop tôt pour pouvoir résoudre ce conflit. Alors on retourne à la grammaire. Réfléchissons à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre parseur à prendre sa décision, sachant que son souci, c'est qu'il est là. En mettant un point, ce sera mieux. Il est ici. Et il y a ce crochet qui arrive, ça lui fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On fait une règle qui va s'occuper du crochet, quelque chose du crochet. Et comme ça, il faut cette règle, il pourra voir si elle offre pas juste après. Je suis pas sûr d'avoir tout compris là. Tu as peut-être raison, mais décris-moi plus de choses. Là, il y a une première étape qui est relativement simple. Commence par la partie simple. Je pense que si j'ai bien compris ce que tu disais, ça fait déjà partie de ce que tu proposes, mais tu es allé plus loin. Là, notre premier problème, c'est qu'on vient de lire un X. On vient de lire un X, et maintenant, tout de suite, on doit prendre la décision de cet X est une L-value ou cet X est un type ID. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on vient de faire. Hein. Il y a quelque chose qu'on peut faire qui est très simple pour l'aider à retarder sa décision, c'est inliner le fait que ID est une L-value ou ID est un type ID. D'accord? Donc ici, par exemple, mon type ID, je sais que c'est un identifiant. Je sais que c'est un identifiant. Si je fais que ça, est-ce que j'ai tout résolu? Bien sûr que non. Je n'ai pas tout résolu parce que, retournons voir le output, il me dit que d'aller voir l'état 1. Certes, la règle numéro 1, maintenant, elle est prête à continuer. Mais on a toujours le problème de la règle en L-value qui, elle, demande maintenant le reduce. Donc on a troqué, si vous voulez, en faisant un seul des deux inlines. On a permis à une des règles de dire « et moi je veux continuer », le conflit s'est transformé depuis un reduce vers un shift, puisqu'on lui permet de continuer, donc on est allé vers un modèle de shift, mais l'autre règle, on continue de devoir prendre une décision maintenant de shift ou reduce. Et là, vous savez vous battre avec les shift reduce à coup de je te définis telle priorité, je te définis telle associativité et tout ça, mais encore une fois, ça ne va rien résoudre, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un des deux qui va être correct. J'ai un crochet qui arrive, mais ce n'est pas le crochet ouvrant qui va me permettre de trancher, c'est le off qui est derrière. On va continuer de chercher à dérouler, il faut vraiment dérouler des deux côtés. Donc je retourne dans ma grammaire et je déroule aussi en disant mes L-value sont des ID. D'accord? Je relance ma compilation. Alors, il me dit qu'il y a quelqu'un qui est devenu inutile. Oui, je vais la commenter pour qu'il arrête de m'en parler, mais évidemment, type ID, vu que je m'en sers plus, évidemment, elle est devenue inutile. Voilà. Allons voir l'output.
Ma grammaire, elle est complète. Et il ne se plaint pas de conflit shift reduce. Allez, on va regarder le fichier pour voir si on est d'accord avec ce qu'il fait. On va se donner X, crochet 10, puis on va regarder s'il prend la décision correcte. D'accord? Alors, je lui donne ID, il m'envoie dans l'état 1. Une fois que je suis dans l'état 1, regardez bien, si j'ai un crochet, il part là-dedans, c'est ce qui m'intéresse. Si ensuite j'ai une exp, vous aurez remarqué la différence, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais les lignes pleines, ce sont les shifts, et les lignes en pointillé, c'est les goto. Donc les lignes pleines, c'est les terminaux, et les lignes en pointillé, ce sont les non-terminaux. Si je lui donne une exp, il va dans l'état 6. Si je lui donne un crochet fermant, il va dans l'état 7. Et c'est l'état 7 qui est l'endroit où on avait un problème. Il nous dit, s'il y a off, je vais dans l'état 8 et au-delà pour pouvoir faire ma réduction de la règle numéro 1. Mais si c'est n'importe quoi d'autre que off, je vais sur la réduction numéro 4. On a résolu le conflit. Et comment on a fait pour résoudre le conflit? On a pris nos règles et on les a inlinées, on les a déroulées de façon à lui permettre de stocker plus de choses sur sa pile et de retarder son instant de décision. D'accord? Qu'est-ce que ça nous a coûté du côté du parseur? Du côté du parseur, ça a été un petit peu plus embêtant parce que il va y avoir à faire un petit peu de duplication de code. Où est-ce qu'on a besoin de dupliquer du code? Pour TypeID, c'est pas trop grave. Il va falloir mettre le code de TypeID à l'intérieur de la règle qui correspond à la règle numéro 1. Ça, on est d'accord. Ici, il va falloir faire le make value et il va falloir penser à le faire ici aussi. Tout le monde le voit, ça? Il y a une Younes qui trépigne là, mais une seconde, on arrive. Donc on va devoir dupliquer un petit peu de code. Vous êtes d'accord avec ça? Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Younes n'est pas content? On a perdu le fait de pouvoir faire un i, crochet quelque chose. Vous avez vu ce qu'on a acheté? La règle qu'on avait avant? Cette règle, c'est quand même L-value me donne L-value avec des crochets. Ce qui est une règle qui nous invite gentiment à pouvoir faire des choses comme ça. Et là, étant donné qu'on a flingué cette règle, on n'a plus le droit d'aller accéder à un tableau que si c'est une simple var et non plus si elle-même c'est une subscript var. On a interdit au L-value de pouvoir accumuler des crochets carrés. Donc on a résolu le conflit, mais on a flingué le langage. Il faut arriver à résoudre le conflit sans flinguer le langage. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors il y a une idée simple, hein. C'est, je rajoute cette règle. Qu'est-ce qui m'a permis de résoudre le problème de mon parseur? C'est de lui permettre d'accumuler plus de bagages de façon à sauter cette première paire de crochets. Et c'est bien ce que fait la règle qui est ici. La règle ID, elle me permet de sauter cette première paire de crochets. Et puis ensuite, celle qui est juste en dessous, elle devrait me permettre d'aller au-delà. Mais là, j'ai deux fois tort. La première fois, c'est que, évidemment, vous prenez ces deux règles ensemble, elles sont très clairement en train de vous permettre de faire ceci. Enfin, pardon. Si vous prenez la première et la troisième, si vous prenez la règle qui me dit L-value me donne ID et ensuite L-value me donne crochet carré, vous êtes évidemment en train de dupliquer ce que permet de faire cette règle-là. Donc on a évidemment fabriqué une grammaire qui est ambiguë. Donc forcément, ça ne peut pas bien se passer. Mais de toute façon, on vient de re-envoyer. Ce n'est pas parce qu'on a rajouté une règle entre les deux que le parseur il va dire bah, du coup, je ne vais pas regarder celle-ci. On est quand même en train de regarder une grammaire qui contient la grammaire qu'on avait tout à l'heure avec ce conflit qui est que le L-value qui est ici, il faut prendre une décision de est-ce que j'en fais un L-value ou est-ce que je continue. Vous voyez? Donc là, on n'a vraiment rien corrigé quand on fait ça. Rien du tout. Comment faire? Comment faire pour préserver le langage et préserver cette idée d'inlining? C'est exactement ça la réponse.
il faut que vous aidiez votre parseur à franchir la première paire de crochets. Si bien que ça, c'est évidemment faux. Pourquoi c'est faux? Pas à cause de la récursion qui est ici, mais à cause du fait qu'on a ce ID qui est là. Regardez un instant si je fais ça. Si je fais juste ça, est-ce que c'est évident pour tout le monde que oui, on a permis à notre parseur de franchir le premier crochet et du coup de regarder s'il y a le off ou pas. Et puis après, on a réintroduit notre récursion qui nous permet d'aller vers 1 ou plus et pas simplement 1. Est-ce qu'avant même que je lance Bison, c'est évident pour tout le monde que là, on a résolu le conflit? On a toujours flingué le langage, une chose à la fois. Mais est-ce qu'au moins, on est d'accord qu'on a résolu le conflit? Vous le sentez, ça? On a gardé cette idée d'avoir déroulé une fois. Le problème, ce n'est pas la règle L-value crochet. Le problème, c'est L-value quand il peut être ID. C'est là où on a un souci. Donc, je relance mon parseur. Il est drôlement pas content. Because of what? Parce que du coup, j'ai un langage qui ne peut plus terminer. On va l'aider à terminer, mais on va lui dire et une expression, ça peut être ça. C'est purement temporaire. Voilà. D'accord? On a un souci attenant, mais qu'on va pouvoir corriger. Là, juste, on avait un langage qui ne terminait pas. Alors, on veut regarder ce qui se passe quand j'ai ID crochet, quelque chose, exp crochet. Alors, au lieu de le faire sur l'automate, on va le faire sur le output. Je suis dans l'état 1, je lui donne ID, et on se retrouve dans l'état 1. D'accord? Dans l'état 1, je lui donne crochet, il fait un shift 5. Dans l'état 5, je lui donne une exp, il fait go to 2, on remonte. Oui, non, c'était idiot ça, excusez-moi, je retourne, j'étais dans l'état 5. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est, ça y est, j'ai mon exp, elle a été réduite, je vais dans l'état 8. Dans l'état 8, je lui donne le crochet fermant, il nous envoie dans l'état 10, et c'est donc en 10 qu'on devrait voir la différence. Dans 10, quand j'ai off, bah, c'est la règle numéro 1 qui peut continuer de progresser, et dans tous les autres cas, c'est la règle numéro 4 qui fait réduire. Ça marche. On a résolu le problème de X, crochet 10, off ou pas off. Tout le monde est d'accord avec ça? Bon, il n'empêche que il nous reste un souci. C'est qu'on a laissé tomber le fait que L-value pouvait aussi être ID. Là, on a dit L-value, c'est une ou plusieurs paires de crochets par opposition à 0 ou plusieurs paires de crochets. Comment faire pour corriger? Et c'est vachement simple. Cherchez simple. Hein. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste un cas. Ce cas-là, c'est quoi? Il nous manque juste L-value me donne ID. Où est-ce qu'on utilise L-value? Dans exp. Exp, il n'est pas du tout impliqué dans une récursion du type L-value. Donc, si je fais ça, on a bien récupéré les variables simples et ici on a les variables, les indexations de tableau, un ou plusieurs. Est-ce que c'est pas évident? Est-ce que tout le monde le voit ça? D'accord? Comment on a résolu le conflit? En déroulant une fois et en gardant une récursion dont le cas de base est après avoir déroulé une fois, mais ça veut dire qu'il y a un cas qu'on a laissé sur le côté, et ben, il faut bien aller le réintégrer là où il est utilisé. Là où L-value était utilisé. Bon, juste par acquis de conscience, je relance Bison, mais enfin, on sait ce qu'il va nous dire. Il dit que tout est vert, all green, on peut y aller. Est-ce que jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi? Maintenant, il y a un dégât vachement important, un dégât collatéral de ce qu'on vient de faire. Et il est dans le fait qu'on a changé la sémantique du symbole L-value. Ce qui peut être très grave, parce que typiquement, quelque part ailleurs dans ma grammaire, on va avoir un truc qui nous dit un L-value avec un égal suivi d'un exp, c'est une affectation. C'est important le mot L-value, il veut dire quelque chose.
Là, on est en train de regarder un micro-fragment ridicule de ma grammaire, mais évidemment, si on a introduit L-value, c'est pour s'en servir. Et où est-ce qu'on s'en sert? Dans la déclaration, mon Dieu. Apple, il me trancherait là. Excusez-moi, ça sert quelque part dans la déclaration de l'affectation. Et là, on a tout changé. Certes, on a corrigé le fait que exp, il peut lire une variable simple ou une indexation de tableau, mais on a flingué quand même la déclaration de L-value. Alors évidemment, quelqu'un pourrait me dire « Ouais, c'est facile, il suffit de faire ça. » Ouais, c'est vrai, il suffit de faire ça. Mais vous avez des goûts de chiottes si vous avez envie de faire ça. Et un informaticien, c'est quelqu'un qui a évidemment bon goût et qui a regardé comment tous on s'habille, nos choix de couleurs et tout ça. C'est évident qu'on vit dans un monde de bon goût et il va falloir qu'on le montre, quoi. Ça a l'air de vous faire réagir. Hein. Alors, comment faire pour redonner à L-value sa sémantique? Les vrais L-value, ce sont lesquels? Là, dans la grammaire où j'en suis actuellement, les vrais, celles que je devrais appeler L-value, ce sont lesquelles? Ben, c'est d'une part ID et d'autre part, c'est L-value. Ben voilà, ça y est, on a la réponse. Il faut arrêter d'appeler ça L-value parce que c'est pas ça, c'est pas ça les L-value. C'est autre chose, ça, c'est, je sais pas, moi c'est les L-value, j'aime bien les appeler L-value big, les grosses L-value. Et c'est quoi les L-value? Les L-value, c'est ou bien ID, ou bien les grosses L-value. Et là, j'ai plus besoin de ça. Ah, tiens. Bon, ça doit être, je vais le retirer parce qu'il ne m'intéresse pas. Tu me cherches, toi. Ah oui, excusez-moi, non, ça c'est bon. Ouais, excusez-moi. Ma récursion, il faut que je la corrige quand même. Évidemment, il ne faut pas que je me mette à redépendre de ce qu'il pouvait donner ID. Voilà. Alors, encore une fois, par acquis de conscience, on peut aller regarder que tout se passe bien. On avait dit que c'était... Alors, dans l'état 0, je lui donne ID, je suis dans l'état 1. Je donne des crochets, je suis dans 5. Je lui donne exp, je suis dans 8. Je lui donne crochet, je suis dans 10. Et voilà, état 10. Bah, tout va bien. On a bien préservé notre correction sur les L-value grandes et on a préservé la sémantique de L-value dans notre grammaire. Oui. Et j'ose espérer qu'en fait ça ne va pas poser de problème si je rétablis ce que j'avais fait ici. Voilà. On a bien préservé la sémantique de notre symbole et on peut continuer de s'en servir dans tout le reste de la grammaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Si vous avez des questions, c'est vraiment maintenant. Pas de questions? Alors, il est temps de se salir et faire un peu de craie. Je crois que je peux t'éteindre, toi, j'ai plus besoin de toi. Bon, je ferai ça après. J'ai une grammaire qui m'amuse bien et je voudrais qu'on en parle ensemble. Alors, non, c'est pas ça que je veux écrire. S'il vous plaît.
Voilà un bout de grammaire. G me donne GR, ou me donne R, R me donne ID 2.D, et D c'est epsilon ou bien DID. D'accord? Alors, est-ce que cette grammaire est ambiguë? Regardez-la. Dites-moi ce que vous en pensez. Son type de Chomsky, toutes les questions habituelles. Qu'est-ce que vous avez à me dire de cette grammaire? Type de Chomsky. Bon, elle est trivialement hors contexte. Se pourrait-il qu'elle soit rationnelle? Dès la première règle, c'est plié. J'ai deux non-terminaux en partie droite de règle, elle n'est pas rationnelle. C'est une grammaire hors contexte. Est-ce qu'elle est ambiguë? Je sais pas. Là, franchement, il n'y a qu'à générer des textes et puis regarder un petit peu ce que ça donne. Alors G, on me dit qu'il faut au moins R. R, ça commence par ID, puis après il y a 2 points, puis après j'ai du D. Et D, c'est manifestement 0 ou plusieurs ID. Donc je mets des ID, je mets des ID. Et puis je peux avoir plusieurs R, donc je remets un R ici. Et puis le D, il peut être vide. Tiens, je vais mettre un D qui est vide, et puis voilà, un autre D qui n'est pas vide, etc. La question de est-ce que cette grammaire est ambiguë, c'est est-ce qu'il y a plusieurs analyses possibles? Est-ce qu'il y a plusieurs analyses possibles? Bon, il y a quelque chose qui est facile à voir, c'est qu'un G, c'est un ou plusieurs R. C'est facile à voir. G, c'est R+. D'accord? Donc en gros, si j'ai trouvé mes R, j'ai évidemment trouvé mes G. Et après, comment je repère mes R? Il y a ID, 2 points, et puis après le reste c'est du D. Donc en fait, j'ai qu'à rythmer ma lecture sur les ID 2 points qui sont clairement, qui sont clairement cette partie-là du R. Et ce qui est derrière, 0 ou plusieurs ID, c'est le D. Donc là, j'ai un R avec son D. Ça, c'est un R. Là, j'ai un R avec un D vide. Là, j'ai un R avec son D qui est ici. Il n'y a pas besoin de réfléchir très très longtemps pour être absolument certain que cette grammaire est non ambiguë. N'est-ce pas? Quel est le type du langage engendré avant qu'on attaque la suite? Voilà, c'est pas très difficile à voir. Cette grammaire, franchement, elle est très sympathique. En termes d'expression rationnelle, est-ce que quelqu'un doute de la définition de D? D, c'est... De toute façon, les règles qui sont là, L2 là, elles sont rationnelles. Nous avons deux règles qui sont linéaires à gauche. C'est facile de constater que ce fragment de grammaire est rationnel, donc il y a une définition rationnelle de D, et c'est ID étoile. C'est difficilement plus clair. Du coup, on a une définition de R qui est trivialement rationnelle. Et comme on a constaté que G c'est R+, c'est une évidence qu'on travaille sur un langage qui est rationnel. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Mais toute la difficulté, ça va être de trouver le rythme de lecture de cette chose-là. Alors, est-ce que cette grammaire vous paraît LR1? LR1. Il n'y a qu'à se mettre dans la peau d'un parseur LR1 et essayer de réfléchir à Shift ou Reduce. Mon curseur est ici, Shift ou Reduce. Évidemment Shift, il n'y a rien à faire. Il pourrait y avoir une chose à faire. Le fait de se poser la question de est-ce que Shift dès le départ n'est pas absurde. Imaginez ceci. Imaginez ceci, que G ce soit R étoile et non pas R+. Alors, la première action à faire, ça va être cette réduction ici, pour fabriquer le premier G qui est à gauche toute. D'accord? Donc il y a pas, la réponse n'est pas universellement, mais oui, bien sûr, tu shifts dès le départ. Non, ça dépend quand même de votre grammaire. Mais ici, dans le cas présent, évidemment, je shift. J'arrive ici. Lookup, 2 points. Shift ou reduce? Évidemment, shift. Pourquoi évidemment shift? Parce qu'on est là. Et maintenant, j'ai un ID qui arrive. Ah. Shift ou reduce? Shift ou reduce? La question se pose parce que pour le coup, le D qui est là, il peut être vide. Auquel cas, regardez. Là, quand vous regardez quand vous regardez la grammaire, enfin pas la grammaire, quand vous regardez le texte que j'ai tapé, c'est évident qu'on est dans notre D. Mais pour le parseur, quelle différence entre je suis ici
et je suis là. En fait, j'ai mis mon trait derrière le 2 points, j'aurais pas dû, je voulais le mettre devant le 2 points. Non, excusez-moi, c'était ça. C'était bien derrière, derrière le 2 points. Mon problème, c'est que j'ai lu ID 2 points et immédiatement derrière, j'ai un ID. Mais il y a une énorme différence entre le ID qui est ici et le ID qui est là, qui est que ceci est un ID qui vient de D, alors que ceci est un ID de R et non pas de D. Vous voyez la difficulté? La difficulté, elle tient au fait que si je montre la phrase en entier, c'est trop facile pour vous. Imaginez que la phrase, vous la découvrez en même temps que je l'écris. Voilà, il y a ça. Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que cet ID appartient à R, un autre R qui est derrière? Si par exemple j'avais écrit ceci, par opposition à écrire cela. Vous voyez l'hésitation que peut avoir le parseur? La question c'est, le ID qui est ici, est-ce que je suis en train de commencer un nouvel R ou on est dans le D d'un R qui est ici? Vous voyez le problème du parseur? Oui? J'ai besoin de votre adhésion là. Hein. Franchement, le cours, c'est bon, moi je le connais, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous voyez pourquoi cette grammaire est problématique? Vous ne voyez pas encore pourquoi c'est rigolo, moi je trouve ça rigolo, mais cette grammaire est problématique et c'est rigolo. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la partie problématique? Les goûts et les couleurs, on verra, pas uniformément répartis dans la nature. En particulier après les années 70, ça s'est largement effondré. Pourquoi ça me fait rire? Pas la blague que je viens de faire, ça je comprends, mais je parle de... Pourquoi cette grammaire, elle m'amuse? Tenez, le problème de cette grammaire, c'est que si on l'écrit sans les blancs, ça devient un petit peu difficile de comprendre de quoi elle parle. C'est un peu plus marrant. C'est un peu plus marrant quand on l'indente comme ça. En fait, là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est d'essayer d'imaginer. J'invente un certain texte, hein, un peu au hasard. Ça pourrait parler de quoi, ces règles-là? Ce langage-là, de quoi il pourrait parler? Il y a une chose auquel moi ça me fait penser, mais je suis curieux de savoir si ça vous fait penser. Hein? Alors, tu es allé trop vite pour moi, mais d'abord, moi ça me faisait penser à des règles make. On peut voir ça comme étant des règles make. C'est target et dépendance. Mais dans make, on n'est pas emmerdé. Dans make, on a quelque chose d'hyper cool. Hyper cool. Ça s'appelle end of line. Donc make, il n'a pas tellement de difficulté à savoir où sont ses règles. Les règles, elles sont terminées par le fait qu'il y a end of line qui est juste derrière chacune de ces règles. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de me dire, ça pourrait être une grammaire. Ouais, c'est une grammaire de grammaire. Je suis en train de dire qu'une grammaire, c'est une ou plusieurs règles. Qu'une règle, c'est un identifiant suivi de 2 points et d'une partie droite. Et une partie droite, c'est soit rien, soit des symboles. Enfin, soit une partie droite suivie d'un symbole. Autrement dit, une partie droite, c'est 0 ou plusieurs symboles. Qu'est-ce que j'ai écrit là, d'ailleurs? C'est quoi cette grammaire là? Enfin, c'est quoi ce mot, pardon? Ce mot, c'est elle. On a une grammaire qui est une grammaire de grammaire. Et le fait que j'ai choisi par 2 points ici, c'est pas innocent. C'est un fragment de la grammaire de Yacc. C'est un fragment de la grammaire de Yacc qui nous dit que qu'est-ce que c'est qu'une grammaire de Yacc? C'est une ou plusieurs règles. Qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est une partie gauche suivie de 2 points et après derrière une partie droite. Et là, si vous regardez, la partie gauche, j'ai 2 parties. Je regarde cette grammaire comme étant une instance d'elle-même. On a bien ceci, on a bien... Ah, excusez-moi, il me manque un ID là. Ça, c'était faux. Ensuite, on a bien 3 ID et ici, j'ai bien une partie droite qui est vide ou une partie droite qui est un ID suivi d'un ID. D'accord avec ça? Alors maintenant, ceux qui sourient, ça me rassure, c'est qu'ils ont compris où est-ce que j'étais en train d'aller. Mais pourquoi c'est cocasse? Parce que je viens de vous montrer une grammaire qui est la grammaire de Yacc. Et juste avant, on venait de constater que cette grammaire,
elle n'est pas LR1. Et si elle n'est pas LR1, il y a un truc qui est clair, c'est qu'elle n'est pas LR1 et donc elle n'est pas YAC. Vous imaginez? YAC ne sait pas parser la grammaire de YAC. Wow! La grammaire de YAC n'est pas YAC compatible. Ça fait mal. Et là, il y a quand même une question évidente, c'est comment Steve Johnson, donc l'auteur de YAC, qui est quand même pas un abruti, comment il a pu rater un truc pareil? La réponse est vachement simple. Hein. Vous savez quoi? Pour écrire YAC, Steve Johnson n'avait pas YAC. Et comme il n'avait pas YAC, il a écrit son parseur à la main. Il faut évidemment bootstrapper le machin au départ. Là où c'est vachement dommage, c'est qu'après avoir fait sa première version de YAC écrite en probablement parseur LL, il n'en est pas tout de suite profité pour appliquer YAC à YAC, auquel cas il se serait rendu compte que je ne vais pas faire ça parce que dans 40 ans, il va y avoir un crétin de prof d'informatique dans une école quelque part, dans cet imbécile de pays mangeur de fromage qui va se foutre de ma gueule. Ben voilà, il n'y a pas pensé et donc... Imaginons que vous soyez Steve Johnson et que vous dites « Ah ben non, j'ai pas envie ». Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que brutalement, il y ait plus de problème? Que la grammaire, comme tout à l'heure d'ailleurs, là on a une grammaire qui n'est pas LR1, on peut trouver une solution qui nous la ramène, je m'aventure peut-être, non pas en LR0, mais on a quand même explosé le problème. Si elle doit tomber dans le R, en réalité je suis sûr qu'elle tombe dans le LR0. Pardon? Il nous faut un terminateur de partie droite. Il nous faut un terminateur de partie droite. C'est ça le problème. C'est qu'on ne détecte la terminaison de la partie droite qu'après avoir déjà regardé si on n'avait pas commencé autre chose qui est derrière. Si on a un point-virgule obligatoire derrière chacune de nos règles, alors le mathématicien, il s'en fout, de toute façon, il est revenu à la ligne. Il y est, son terminateur. Juste, il n'a pas l'habitude de le regarder, mais il est là. Il y est. Nous, quand on regarde ça, si on est dans une grammaire dans laquelle les blancs, y compris le retour à la ligne, c'est ignoré, comme c'est le cas dans YAC, ben, et voilà, il suffit d'exiger un point-virgule qui est derrière, et c'est quand même pas demander grand-chose. Et votre grammaire, elle tombe dans le LR1 évidemment, LR0 très certainement. Voilà comment on aurait pu résoudre le problème. D'accord? Cela dit, si on est un peu astucieux, il y a moyen de faire en sorte de parser le langage de YAC avec le YAC. Mais comment? Il y a une astuce qui, sans changer le langage actuel dans lequel les points-virgules ne sont pas obligatoires, il y a une astuce qui permet quand même de ramener cette grammaire qui n'est pas LR1. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais là, pour le coup, c'est facile de constater que si elle n'est pas LR1, elle est trivialement LR2. C'est facile de voir qu'elle est LR2. ID, deux points. La question quand je suis ici, c'est est-ce que j'ai terminé ma règle, je veux faire une reduce, ou est-ce qu'elle n'est pas terminée et j'ai une partie droite qui arrive? Quand est-ce que je prends la décision? Quand je regarde l'individu qui est là. Si l'individu qui est là, c'est un deux points, c'est clairement qu'après c'est une nouvelle règle, donc je fais ma réduction. Si derrière c'est autre chose, comme par exemple encore un ID, ça veut dire que cet individu-là, il fait partie de ma partie droite et donc je le shift. Vous voyez? C'est très facile de voir que pour le coup, c'est vraiment LR2. Donc, est-ce que vous voyez une façon de permettre de faire tomber cette grammaire LR2 sans changer le langage dans du LR1? Vous ne pourrez pas résoudre ça si vous n'avez pas la big picture en tête. La big picture, c'est que ID, il me vient d'où? Le ID que j'ai écrit partout là. Il me vient du scanner. Le scanner, lui, il est en contact du flux de caractères et il dit tiens, voilà un token, tiens, voilà un token, tiens, voilà un token. On ne va pas arriver à résoudre le problème si on ne l'implique pas dans la solution. Qu'est-ce qu'on peut lui demander?
on crée un token différent pour ID et ID de points. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est de devoir passer ID suivi de 2 points. Dans notre scanner, on va avoir un truc du genre, je le fais simple, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les chiffres et tout ça, mais on va avoir un truc du genre return token ID. Mais notre scanner, on peut parfaitement avoir une règle qui reconnaît un ID suivi d'un 2 points, auquel cas on appelle ça ID colonne par exemple, ID avec un colonne dedans. Auquel cas ma grammaire, elle devient quoi? Tous ces gens-là sont en réalité des IDC. Ma grammaire ici c'est IDC et là c'est ID. Et là il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. Est-ce que stop ou encore? Ça va dépendre du token qui est juste derrière. Si c'est un ID, c'est une partie droite de règle. Donc je continue à shifter, c'est mes parties droites que je suis en train de découvrir. Si c'est un IDC, je m'arrête parce que voilà arrivé le début de la règle d'après. Vous voyez? J'en profite pour dire quelque chose que je n'avais dit qu'à un seul des deux groupes et c'était un trou dans mon cours sur l'Ex. Dans l'Ex, vous pouvez avoir des règles qui sont en compétition. Par exemple, vous avez typiquement une règle ID qui dit un ID c'est comme ça. Mais vous pouvez avoir certainement aussi, quelque part, une règle qui dit voici le token for, le mot-clé for. Elles sont clairement en compétition. Si vous avez FOR, soit c'est la règle du for, soit les deux sont prêtes à fonctionner. D'accord? Alors déjà, il y a un premier cas que je voudrais traiter, c'est par exemple si on a écrit for avec un T. Alors oui, il y a deux règles qui sont en compétition. For qui va choper le FOR et puis alphanumérique plus qui va être prêt à en prendre plusieurs. Là c'est facile, Flex donnera toujours priorité à celui qui consomme le plus grand nombre de caractères. Donc là il n'y a absolument rien à faire. Dans le conflit entre for et ID, ID l'emportera sur FORT parce que c'est lui qui consomme le plus grand nombre de caractères. Vous comprendrez que c'est aussi ce qui va nous intéresser ici. Les deux règles sont clairement en compétition quand on commence par du ID, mais c'est toujours celle-ci qui va gagner si jamais il y a le 2 points qui est derrière, parce que Flex va toujours donner priorité au match le plus long. Deuxième règle, j'ai écrit for. Là, on a à nouveau deux règles qui sont en compétition, mais cette fois-ci, elles sont sur égale longueur. Alors là, c'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Il y a intérêt à ce que vous pensiez à mettre le mot-clé for avant le traitement des identifiants, parce que ça va être dans l'ordre du fichier. La première des règles qui match qui va être honorée. Donc vous commencez par énumérer tous vos mots réservés, tous vos keywords. D'abord tous les mots réservés, puis ensuite la règle des identifiants et tout à la fin, la règle en point qui est là pour dire tiens il y a un caractère qui n'est pas normal et je hurle sur mon utilisateur en lui disant que les smileys dans un programme Tiger ça ne le fait pas. Donc c'est vraiment à la fin seulement que vous faites la règle qui attrape tous les cas précédents. J'en reviens à ça. Quelle a été notre astuce? Quelle a été notre astuce pour faire tomber cette grammaire naturelle LR2 en une grammaire moins naturelle? ID colonne, c'est quand même un concept un petit peu étrange, mais en allant vers cette ID colonne, on est passé en LR1. Est-ce que vous voyez un pattern là, quelque chose d'assez profond qu'on vient de voir? C'est qu'en fait, on est parti d'un endroit où j'avais besoin de consulter deux tokens pour prendre ma décision. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On a fusionné deux tokens en un token composite unique. Quelque part, on était dans du LR2 avec des tokens normaux et on est allé vers du LR1 avec des espèces de bitokens, des tokens qui en groupent deux. Mais est-ce que vous voyez qu'en fait ce truc-là est absolument général et si j'avais pris n'importe quelle grammaire LR2, en considérant maintenant que mes tokens sont des couples de tokens simples, ma grammaire elle tombe de LR2 dans LR1. Vous le voyez ça? Et si vous avez vu ça, vous êtes d'accord que c'est valable pour n'importe quelle valeur de 2? Si j'ai une grammaire LRK
Ça veut dire qu'en regardant les k prochains look-ahead, je peux prendre ma décision. Mais si j'agrège ces k prochains look-ahead dans un espèce d'énorme macro qui agrège k tokens, ben mon parseur, il a les k informations dans un seul macro token. Mais ma grammaire, elle vient de tomber depuis LRK dans LR1. Vous êtes d'accord avec ça? Alors attention, hein, ça n'est plus la même grammaire. Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est le langage. Je suis parti d'une grammaire qui était LRK, je l'ai transformée pour qu'elle se mette à fonctionner avec des K tokens, mais ce faisant, ma grammaire est devenue LR1. Du coup aussi, si un langage est LRK, ce langage est LR1. Si un langage est LRK, ça veut dire qu'il existe une grammaire LRK. On peut appliquer le coût des K tokens, des K uplés de tokens pour faire tomber cette grammaire dans le monde LR1, ce qui veut dire qu'on vient d'exhiber une grammaire LR1 pour le langage. Donc tout langage LRK est LR1. Et c'était à ce titre que je vous avais annoncé il y a quelques cours que LR1, il est l'algo ultime. Il est l'algo ultime. Toute grammaire LRK est LR1. Quand je dis ultime, il est même encore plus ultime que ça. Dans toutes les grammaires hors contexte, ben, il y en a déjà certaines, on ne va pas travailler avec elles, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de travailler avec les grammaires non ambiguës. Hein, et ici, il y a des grammaires ambiguës. Les grammaires ambiguës, on ne va pas travailler avec elles. Mais même parmi toutes les grammaires non ambiguës, il y a certaines grammaires qui sont très problématiques pour nous. Vous vous souvenez, j'avais dit que par exemple, voilà une grammaire qui me parle de palindrome. Et le problème de cette grammaire, c'est que quand j'écris A, B, B, A, A, on peut se dire, bah tiens, c'est facile, là, c'est mon palindrome, j'ai le A qui apparaît avec ce A, etc. Bon, en lecture de gauche à droite, bonne chance. Mais même si vous aviez bon, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer à en remettre derrière? En fait, cette grammaire, elle est intrinsèquement... D'abord, première chose, elle n'est pas ambiguë. Elle n'est pas ambiguë. Chaque mot n'admet qu'une seule lecture. Mais elle est intrinsèquement non déterministe. Je ne peux pas, en lecture de la gauche vers la droite, savoir si il faut shifter ou il faut réduire. Pour parler en vocabulaire de parseur shift-reduce. Mais en lecture de la gauche vers la droite, si vous réfléchissez aux automates à piles abstraits, cette fois-ci les PDA, il est impossible de trouver un PDA non déterministe qui permette de reconnaître ce langage. On avait vu ça auparavant. Ça nous montre l'existence au sein des grammaires non ambiguës, de grammaires que je ne peux pas parser efficacement de la gauche vers la droite. Ce qui nous montre surtout que y a les autres qui nous intéressent, qui sont les grammaires que j'avais appelées déterministes. Une grammaire déterministe, c'est une grammaire pour laquelle un parseur à pile, un pushdown automaton déterministe existe. D'accord ? Et là, pour le coup, c'est vraiment ces gens-là qui nous intéressent. Je devrais plutôt parler de langage, mais vous allez me dire langage, ambiguïté, bizarre. Je vais en parler dans un instant. Imaginons un instant que je parle des langages déterministes cette fois-ci, ou même grammaire si vous voulez. Ce qui est épatant, c'est que si votre langage est déterministe, alors il existe un parseur LRK et donc il existe un parseur LR1. Le truc qui est absolument fascinant, c'est que si votre langage est déterministe, alors il existe un parseur LR1 qui est capable d'en faire l'analyse. Et c'est en ça où LR1, c'est l'algorithme ultime. S'il existe une réponse en lecture de la gauche vers la droite déterministe, c'est-à-dire sans être obligé de se panner une recherche, une combinatoire qui risque d'être très désagréable, alors LR1 est capable de le faire. C'est bon ça ? Et vous me direz, ça c'est un résultat fantastique parce que ça veut dire que, en gros, avec Bison, ça y est, c'est plié, hein, il suffit de tout le temps faire du LR1. Un instant, réfléchissons. Pourquoi un parseur LR1 peut être gros? Parce que j'ai beaucoup d'états déjà. Hein, mon parseur, c'est des états et ensuite des look-ahead. Donc c'est une matrice qui est indexée par les numéros d'état de ma machine et par les look-ahead. Imaginez qu'on aille vers des bitokens. Bitokens. Alors déjà, mon nombre de colonnes, il passe au carré.
Le nombre de colonnes de mon parseur passe au carré. Si j'avais 100 tokens différents, je me retrouve avec 10 000 paires de tokens, donc 10 000 bitokens. Mais votre parseur, il distinguait les règles pointées en regardant les look-ahead qui étaient derrière. Mais maintenant, il va se mettre à les distinguer par bitoken. Donc vous allez avoir encore plus d'états. Le nombre d'états va aussi croître. Je sais pas, on va dire au carré, mais j'en ai aucune idée, c'est complètement au pif. Mais, donc vous êtes en train de faire du carré ici, du carré là. Ça doit nous faire un truc du genre 4, si je ne m'abuse, dans le résultat. Non, 3 plutôt. Non, 4. Et ça, c'est simplement pour passer de 1 à 2 tokens. Donc imaginez vouloir faire ça avec des grammaires LRK avec un K un peu plus gros que 2 et vous voyez que tout ce que je viens de vous raconter, c'est des résultats qui sont magnifiques mais ils sont que théoriques et ils n'ont absolument aucun intérêt pratique. Aucun intérêt pratique. Le seul intérêt pratique qu'on pourrait avoir, c'est si vous trouvez des moteurs de générateurs de parseurs, mettons une sorte de Bison++, qui soient capables de dire « Ah tiens, si je fais un petit effort et ici localement je fais du LR2, ça me permet de résoudre ce conflit. » Mais s'il fait ça d'une façon absolument globale et pas juste localement où il en aurait besoin, ça va être la ruine et notre tableau il va être monumental et ça sert absolument à rien. D'accord ? Ça c'est un endroit où les parseurs LL, ils sont plutôt forts. Les parseurs LL du genre Antler, les générateurs de parseurs LL, ils sont plutôt forts parce que comme ils génèrent du code et non pas du tableau, c'est extrêmement facile de se dire, tiens, localement, dans cette règle-ci, LL1 ne me permet pas de distinguer, je vais jeter un coup d'œil un petit peu plus loin, juste dans cette règle-ci. Et vous voyez, vous pouvez avoir facilement une dépendance LL2, LL3, LLK, il ne faut pas que ça aille vers le non borné, mais si vous avez une grammaire qui est LLK, ben, votre générateur de parseur, il peut facilement garder des règles qui sont LL1 quand elles le permettent et puis juste d'aller consulter un peu plus de look-ahead quand il en a besoin. D'accord ? Donc de ce point de vue-là, les parseurs qui génèrent du code plutôt que de générer du tableau, ils ont un énorme avantage. Cela dit, imaginez un instant que je garde la grammaire YAC d'origine qui n'est pas LR1. D'accord ? Chronologiquement, il lui arrive quoi ? Je lui donne ID. Elle me dit, bah, shift, hein, c'est pas très difficile, je shift. Puis après, je lui donne mon 2 points. Shift, youpi. Et puis là, j'ai ID qui arrive. Bah, 2 possibilités s'offrent à lui. Soit il shift, c'est-à-dire que quelque part sa pile c'est ID 2.ID, puis après en fonction de ce qui va venir, bah, si je donne ID il va être content parce que ça veut dire que c'est ID 2.ID 2.ID, tout va bien. Mais peut-être qu'il a pris la décision, non, reduce. Auquel cas il a pris la décision que j'ai une règle ID et puis j'ai un ID qu'il va falloir que je shift derrière. Vous voyez, ça c'est... Je suis en train de vous représenter le fait que j'ai plusieurs exécutions possibles. Oui ? Après, la décision qui va suivre, bah, par exemple ici j'ai dit que j'ai un ID qui arrivait. Si j'ai un ID qui est arrivé, alors ce parsing-là, quand il va y avoir un ID qui arrive, il est plus viable. Il n'est plus viable parce qu'il avait fait l'hypothèse que l'ID qui était ici était une partie gauche de règle et il s'attend à ce qu'il y ait 2 points qui viennent. Donc lui meurt et lui continue. Qu'est-ce qui nous manquait pour pouvoir continuer à faire le parsing ? Il nous manquait juste le fait que Bison, il a une pile. Et s'il avait eu 2 piles à un instant donné, il aurait pu explorer une piste et puis l'autre piste. Et le token qui était derrière, il aurait flingué celle des 2 pistes qui étaient invalides. Et qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer justement, là ça ressemble vachement à un automate non déterministe, ce que je viens de vous montrer. Hein. J'ai un automate qui décide de prendre une décision et j'ai une autre copie de mon automate qui va dans une autre décision. C'est exactement ça la différence entre les automates à piles déterministes et les automates à piles non déterministes. C'est le fait qu'ils ont chacun leur pile et ils explorent. Le problème d'un point de vue pratique, c'est que si je dis
à chaque fois que j'ai un conflit, je fork, ben je me retrouve à démultiplier le nombre de piles. Vous êtes d'accord? Quelque chose qui serait beaucoup plus astucieux, ce serait d'arriver à implémenter une structure de données dans lesquelles on a des piles qui fork, si vous voulez. On a toute cette partie, c'est une partie commune, je push, je push, je push, et puis là j'ai une hésitation. Alors je pars sur une pile qui garde un pointeur en disant en dessous de moi c'est ça, une autre pile qui dit en dessous de moi c'est ça. Donc vous avez une pile ramifiée, autant appeler ça un arbre. Mais chacun de vos arbres, ils peuvent continuer d'explorer leurs possibilités. Et puis ma foi, il peut se passer des trucs un peu difficiles. Imaginez qu'elle décide de faire reduce, reduce, reduce. Ça veut dire qu'il va falloir séparer les fils qui sont dans votre passé de façon à permettre à toutes ces piles de continuer à vivre. Mais si vous implémentez ça, si vous implémentez cette espèce de structure qui code des piles parallèles en partageant maximalement toute la base commune, alors vous vous retrouvez en face d'un truc qui est génial, qui est que, quand j'ai un conflit, pourquoi je m'emmerde à le résoudre? Je laisse les deux actions dans le parseur, les deux ou plus. Je veux que le parseur soit capable de les exécuter en parallèle. Évidemment, il va le faire séquentiellement, mais moralement, faire ces exécutions en parallèle. Et puis, j'ai qu'à laisser toutes ces différentes branches de parsing avancer. Si mon langage n'est pas ambigu, ça veut dire que de toute façon, même si j'ai 10 branches candidates à un moment donné, il y en a 9 qui vont se manger un parse-error. Parce qu'elles ont suivi une mauvaise hypothèse, et la dernière va arriver au bout. Oui? Ça s'appelle le GLR, ce que je suis en train de vous décrire. Le GLR comme Generalized LR. Et c'est un monsieur Tomita qui a inventé ça en 85. Et devinez son métier à ce monsieur, enfin sa catégorie, son domaine. C'est quand même un beau résultat d'informaticien. Et on s'est encore pris une baffe dans les dents. C'est un linguiste qui a pensé le premier. C'est quand même la honte, mais c'est un linguiste de TAL. Il fait du TAL quand même, du traitement automatique de la langue. Donc c'est quand même un linguiste qui est franchement au contact de l'informatique. Il y a plein de types de parseurs dont on n'a pas parlé ensemble, les CYK, les parseurs de Hurley, etc. Les linguistes, ils ont inventé plein de choses parce qu'ils ont des langages de programmation, bien joué, des langages assez compliqués à étudier et du coup ça les a amenés à regarder des choses assez trapues. Mais il a eu cette idée juste incroyablement simple de dire, ben, ma foi, si j'ai des conflits, c'est que je peux avoir plusieurs pistes et autant les explorer simultanément. Alors disons qu'il avait un avantage sur nous. C'est que chez eux, c'est normal l'ambiguïté. Dans les langues naturelles, il y a de l'ambiguïté absolument partout, c'est stupéfiant. Allez juste regarder de temps en temps des écrits de linguistes, mais alors il y a un exemple de linguiste, j'ai oublié comment c'était, mais j'ai vu la petite fille avec les jumelles. C'est moi qui l'ai vu avec des jumelles ou c'est la petite fille qui se balade avec des jumelles? Et il y a des ambiguïtés, mais comme ça partout. C'est incroyablement ambigu la langue naturelle, et on est vachement entraîné à désambiguiser, par exemple en éliminant les choses dont on sait que c'est pas possible. J'ai vu, je sais pas moi, enfin je sais pas, j'arriverai pas à refaire des phrases comme ça, mais il y a des fois où juste vous savez qu'il y a des impossibilités physiques et du coup il n'y a qu'une seule des deux interprétations qui a du sens. Mais vous voyez, nous on a le cerveau qui passe son temps à résoudre des problèmes de syntaxe en utilisant de la sémantique. Et si vous faites une modélisation, d'abord j'ai le parseur et ensuite la sémantique, ça ne va pas marcher. Donc les linguistes, en fait, en réalité, pour eux, c'est vachement normal d'arriver au bout du parsing en disant, tiens, en fait, voici les arbres de parse. C'est tellement naturel que ça fait longtemps qu'ils disent, tiens, voici la forêt de parse. On ne dit pas un arbre, c'est quand on regroupe un ensemble d'arbres de parse, ça s'appelle une forêt de parse. Et donc lui, ce qui est fantastique aussi, c'est qu'il a montré que on pouvait partager la partie commune, mais ma foi, si vous avez votre texte qui a une ambiguïté locale, si votre texte, il y a un endroit où au milieu de la texte, il y a deux interprétations possibles, mais tout ici est déterministe et tout là est déterministe, lui, il a même montré qu'on pouvait trouver des structures de données qui permettaient de coder toutes ces piles, non seulement en fusionnant le passé commun, mais aussi en fusionnant, si vous voulez, le futur commun. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des arbres de parse
qui sont des résultats de plusieurs explorations comme ça, et qui codent d'une façon extrêmement compacte tous les arbres de parse qui sont derrière. D'accord? À quoi ça sert pour nous? Pourquoi c'est intéressant? Du coup, le GLR, il est capable de traiter n'importe quelle grammaire hors contexte. Le GLR est capable de traiter n'importe quelle grammaire hors contexte. N'importe quelle grammaire hors contexte. Quel est le problème de LR1? Quel est le problème des langages déterministes? C'est qu'ils ont de mauvaises propriétés de clôture. Par exemple, s'il vous plaît, j'ai une grammaire qui n'est pas ambiguë d'un côté et j'ai une autre grammaire qui n'est pas ambiguë d'un côté et j'ai envie d'en faire l'union pour composer un langage plus important. Il n'y a aucune garantie que vous tombiez sur une grammaire qui, elle, est encore une fois non ambiguë ou en tout cas qui ne pose pas de conflit. Si vous prenez un fragment bison sans conflit, un autre fragment bison sans conflit, vous les mettez ensemble, peut-être que votre grammaire n'est pas ambiguë, mais qu'elle va être truffée de conflits. Là, une grammaire hors contexte, vous avez toutes les bonnes propriétés. L'union de deux grammaires hors contexte, c'est évident que c'est une grammaire hors contexte. Il n'y a qu'à lire, voilà les règles de l'une et voilà les règles de l'autre, ça fait les règles du résultat. Pareil, je concatène une grammaire hors contexte avec une autre grammaire hors contexte, c'est-à-dire je regarde tous les mots qui commencent par l'une et qui terminent par l'autre. C'est à nouveau trivialement une grammaire hors contexte, c'est facile. Il n'y a qu'à dire, tiens, j'introduis mon symbole union, et l'union, c'est ou bien la grammaire qui vient de A, ou bien la grammaire qui vient de B. Ah, c'est facile. Ou pour la concaténation, c'est facile de dire, je concatène. Pour dire l'étoile de Kleene, vous dites, c'est soit vide, soit U suivi de A. Toutes les bonnes propriétés de clôture, vous les avez. Est-ce que nous, on s'en fout, informaticiens, derrière ces trucs-là? On pourrait le croire, mais en fait pas du tout. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que si vous êtes en train de travailler sur de l'ingénierie de langage, et que par exemple, vous avez un premier langage qui vous intéresse et que vous avez envie de l'intégrer dans un autre. Par exemple, vous avez envie de mettre du SQL, et pas entre chaînes de caractères, quoi. Vous avez vraiment envie d'avoir du SQL embarqué dans votre langage, de façon à ce que le compilateur puisse regarder la validité de votre code SQL. Quand vous écrivez du SQL dans des chaînes de caractères, le compilateur, il ne peut rien faire pour vous. Il va falloir attendre le runtime pour qu'on puisse regarder que vous ne faites pas des trucs idiots. Et encore, quand je dis regardez au runtime, ça va être, si vous avez de la chance, vous allez passer dans le code qui va déclencher telle ou telle erreur. Tout l'intérêt d'un compilateur, c'est qu'il est là pour faire une analyse statique de votre code et puis vous diagnostiquer tous les problèmes potentiels que vous avez. Et c'est pour ça qu'on aime bien avoir des moteurs SQL. C'est pour qu'ils aillent nous embêter en disant mais là tu fais des trucs qui n'ont pas de sens ou il vaudrait mieux faire comme ça, etc. Donc en réalité, le fait de pouvoir embarquer un langage dans un langage, c'est quelque chose d'absolument précieux parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de l'assistance de notre compilateur de bout en bout et non pas juste dans la partie langage hôte et puis laisser tomber la partie langage embarqué. Là, je suis en train de parler de DSL, les langages spécifiques, et en particulier les EDSL, les langages métiers embarqués. Si on a des GHC, tout marche bien, et si on a des grammaires si notre technologie de parsing c'est genre LALR1, on est foutu, ça ne marche pas. Ce pourquoi pouvoir travailler avec toutes les grammaires hors contexte et pouvoir travailler avec tout le GLR, c'est un pur bonheur. Vous pouvez faire de la composition de grammaire et continuer d'avoir une grammaire pour laquelle vous avez des parseurs qui marchent. D'accord? S'il vous plaît, on a presque fini. Ça nous a coûté un truc. Ça nous a coûté un truc. C'est que maintenant, c'est normal d'avoir des conflits. Vous dites explicitement, oui, je sais que j'ai des conflits et c'est normal. Je vais laisser mon parseur les gérer à l'exécution. Du coup, vous perdez la garantie de l'unique parsing. Si c'est un langage qui est déterministe et que vous dites, ouais, c'est pas grave, je vais décider de le parser en GLR, vous n'avez plus une garantie qu'il n'y a pas une exécution un jour qui va lancer une exception en disant, hey, j'ai trouvé 2 parses. Autrement dit, ta grammaire est ambiguë. S'il y a 0 conflit dans votre grammaire, vous savez que la grammaire n'est pas ambiguë, mais si vous commencez à dire je suis OK avec les conflits, vous perdez cette garantie très forte qui est que cette grammaire n'a pas d'ambiguïté. Mais ça peut être vachement confortable. Prenez un exemple tout bête. L-value.
Le parseur L-value qu'on a fait tout à l'heure de TC, de Tiger. Si notre parseur, on dit je fais du GLR, ben notre parseur il va tomber devant, tiens j'ai un X et je ne sais pas si c'est un type ID ou si c'est une L-value ID. Qu'importe, j'explore les deux possibilités et un petit peu plus loin il va découvrir quoi? Voilà le off. Il y en a une des deux qui va mourir. Autrement dit, le conflit qu'on avait tout à l'heure, si on faisait un parseur GLR, on n'a même pas à s'en charger. C'est au runtime, il va laisser les deux possibilités être explorées simultanément, mais une seule des deux va franchir la barrière du off ou pas off. Vous voyez, ça nous permet aussi d'exprimer des barrières d'une façon beaucoup plus élégante. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est que Bison implémente le GLR. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est parce que en changeant un switch, sans rien changer d'autre à votre grammaire, vous générez un parseur GLR ou un parseur LALR. Vous n'avez même pas à la réécrire du genre « et maintenant je vais utiliser un générateur de parseur qui fonctionne avec le GLR ». Ce qui veut dire « et maintenant je réécris toute ma grammaire parce que tous les outils ont des syntaxes différentes, bonne chance ». Donc là, il y a juste un switch à rajouter et vous pouvez basculer de LALR1 à LR1 ou à GLR. Vous choisissez. Mais mieux, vous pouvez choisir entre du GLR au-dessus d'un automate LALR1 ou du GLR au-dessus d'un automate LR, etc. Vous choisissez le moteur et après vous choisissez si c'est un moteur généralisé ou pas généralisé. Concrètement pour TC, on vous demande de faire quoi? Ben, on veut que vous ayez les deux compétences, donc on va vous faire les deux. PTHL, c'est LALR1, point. PTHL, c'est vous résolvez tous les conflits et vous montrez que vous savez résoudre des conflits. Mais au fur et à mesure de l'année, on va rajouter des règles supplémentaires dans TC pour généraliser un petit peu le langage. Et ça va commencer à devenir agaçant de devoir chercher à résoudre tous ces conflits. Donc on vous dira à partir de maintenant, vous avez le choix d'activer le parsing GLR, auquel cas vous pouvez laisser les résolutions de conflits que vous avez faites, c'est très bien. Juste vous serez plus efficace parce que votre parseur il va chercher moins de pistes. Mais si vous voulez en profiter pour le simplifier et aller vers une grammaire plus simple et qui repose sur GLR, libre à vous. Mais donc ce sera en deux temps, c'est d'abord vous faites du LALR et ensuite vous pourrez faire du GLR. Waouh! Je crois qu'on a terminé le cours de THL. C'est un cours qui est spécial pour moi, parce que je pense que c'est la dernière fois que je faisais ce cours. Et ma foi, j'aimerais bien garder des traces. C'est une vidéo, donc vous avez le droit de faire du bruit aussi, là. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. C'est un cours dans lequel il y a plein de choses magnifiques et j'espère avoir réussi à vous les faire passer. Si vous avez des questions, je suis encore là et si vous avez faim, je peux comprendre. GCC et Clang. GCC et Clang. Ouais. Ils utilisent quoi comme technique de parsing? Ils sont tous les deux des parseurs écrits à la main. GCC pendant très longtemps a été un parseur au-dessus de Bison. Et ils n'ont jamais réussi à tout faire rentrer dans... Je parle du C++ parce que le C pose moins de problèmes. Mais les parseurs, s'il vous plaît, les parseurs, ça doit remonter à GCC 4, je crois. Avant GCC 4, ils étaient en parseur Bison et après, ils étaient en parseur écrit à la main. Ce qui leur a pris des mois et un gros financement. Il a fallu qu'il y ait un sponsor. Il me semble que ça n'a jamais été public quelle est l'entité ou la personne qui a mis l'argent. Mais il y a quelqu'un qui a posé de l'argent pour qu'il y ait des ressources pour développer le parseur à la main. Ce qui leur a pris presque une année à faire. Mais maintenant, ils ont un parseur qui est complètement leur parseur est complètement compatible avec le C++, ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire avec un parseur LALR. Si vous lisez ce que dit Stroustrup aussi, il dit qu'il regrette amèrement d'avoir reposé que ses premières définitions de langage aient reposé sur YAC. Il était évidemment dans le monde Steve Johnson, il est complètement dans le monde C, Carningham, Ritchie, Rob Pike, Ken Thompson et tous ces gens-là. Il était complètement dans le cœur Unix et Stroustrup aussi. Donc il est allé vers ça naturellement, mais il a regretté sa décision et il a dit que les grammaires ne sont plus écrites comme ça maintenant.
Donc, je continue de maintenir que si vous êtes en train de travailler sur un langage qui est un peu fluide et qui est en cours d'évolution, utilisez des générateurs de parseurs parce que sinon ça va vous empêcher de faire évoluer votre langage et peut-être que vous allez le regretter. Mais si vous êtes sur un parseur mûr ou sur un produit industriel, un parseur à la main, c'est quand même quelque chose qui est important. Merci à vous. Au revoir.